Carlo Carré, Papyrus, Robot Boy ou encore Frog et Fou Furet, que de dessins animés qui doivent sûrement vous replonger en enfance. Vous savez, cette époque douce et sucrée où les soucis n'existaient pas encore. Et vous voyez, les exemples que j'ai cités, je ne les ai pas choisis au hasard. Comme pour mes 2 premiers épisodes, on ne va pas traiter des dessins animés trop connus, cultes ou du moins qui ont perduré dans le temps, comme Bob l'éponge, Scooby-Doo ou encore Dragon Ball Z. On va plutôt rendre honneur aux dessins animés n'ayant pas connu cette chance, celle d'être encore cité aujourd'hui parmi les grands noms du genre. Vous savez, ces dessins animés ayant brillé fut un temps, mais aussitôt tombés dans l'oubli, voire même pour certains n'ayant connu aucune gloire. Rassurez-vous, je suis là pour vous les remémorer une nouvelle fois. Mais en attendant, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez remarqué, on est déjà au 3e épisode de cette série. Faut dire qu'elle vous plaît énormément pour l'instant. Le premier épisode est la 2e vidéo la plus vue de la chaîne, et la 2e a enregistré le meilleur démarrage de tous les temps depuis que j'ai commencé la chaîne il y a maintenant 3 ans de cela. Et oui, chers amis, la chaîne a 3 ans à l'heure où je vous parle. Il s'en est passé du chemin. Mais si vous ne voulez rien rater à mes aventures passées comme futures, je vous invite à vous abonner à la chaîne. On rappelle mon objectif, atteindre les 50 000 abonnés avant la fin de l'année. Vous pouvez également me soutenir avec un like, un partage et un petit commentaire. C'est super important pour le référencement. Sur ce, ne perdons pas une minute de plus et dirigeons-nous vers les souvenirs les plus enfouis de notre jeunesse. Chers amis, plongeons-nous tous ensemble dans le monde fantastique et nostalgique des dessins animés de notre enfance, épisode 3. Générique. Comme les 2 premiers épisodes, je vais me permettre un léger disclaimer. À voir si je continue de le faire pour les prochains, parce que bon, il y a encore des commentaires sur le sujet. On va donc réexpliquer. Ne prenez pas trop au sérieux le titre de cette vidéo. Je ne présente pas des Lost Media, ni des dessins animés inconnus ou censurés, ou vus par de boug au fin fond de la Sibérie ou la Corée du Nord. Mon but ici est de vous remémorer les souvenirs de ces dessins animés vous ayant accompagné plus jeune, mais dont on n'entend plus parler aujourd'hui. Et puis vous êtes tellement nombreux dans l'espace commentaire à m'en avoir cité que cette série n'est pas prête de s'arrêter. Si vous kiffez replonger en enfance le temps d'une vidéo, vous êtes au bon endroit. Un peu de nostalgie douce, ça va pas nous faire de mal. On va pouvoir commencer avec le premier dessin animé de la liste, une petite pépite générationnelle. On va parler de Funky Cops. C'est bon, vous vous êtes remis de vos émotions? Oui, je connais bien ce petit effet de choc mental, il y en aura d'autres dans la vidéo. Mais en attendant, commençons. Funky Cops est une série animée franco-américaine de 39 épisodes en 2 saisons, diffusée à partir de 2002 sur M6 Kids, puis sur Jetix. C'est quelques années plus tard, vers 2008, que le dessin animé est diffusé sur W9, Énergie 12 et enfin Game One, la meilleure chaîne de l'époque pour regarder des dessins animés et des animés japonais, toi-même tu sais. Produit par Film Production, Funky Cops met en scène 2 policiers, Ace Anderson et Dick Kowalski, amateurs d'action, de belles voitures et de soirées disco, au cœur d'un San Francisco des années 70. Le ton de Funky Cops est bien évidemment parodique et humoristique, jouant sur les clichés des séries policières des années 70-80 et de la culture disco. Les 2 personnages principaux, Ace et Dick, sont des flics presque incompétents et excentriques, plus préoccupés par leur style, leur bagnole et leur soirée dansante que par le respect de la loi au sein de la ville. Un vrai duo comique apportant beaucoup d'humour et d'autodérision du rôle de la police dans les quartiers les plus chauds de San Francisco. Très à la mode dans les années 90-2000. Tu vois mon garçon, ça c'est de la musique. Tu entends la différence? D'ailleurs, qui de mieux que Eddie Murphy pour représenter cette époque? Je dis ça car la voix française du personnage d'Ace Anderson est doublée par Med Hondo, que vous connaissez très bien à travers les personnages de l'âne dans Shrek ou encore Rafiki dans Le Roi Lion. Quant à Dick Kowalski, on a eu le droit à la voix d'Emmanuel Curtil qui est décidément beaucoup trop présent sur cette chaîne YouTube. À quand une vidéo sur les comédiens de doublage dans le monde de l'animation, j'ai envie de dire. Funky Cops est le genre de dessin animé à être resté dans son jus. Du point de vue purement technique et artistique, ce dessin animé a assez mal vieilli, utilisant de la 3D pour faciliter certaines scènes d'animation comme les poursuites en voiture et la danse en discothèque. Bien que ces scènes restent les plus mythiques et cultes, ça c'est certain. The boogie.
Après, on va pas se mentir, humour français oblige. Funky Cops a également pas mal vieilli dans son humour, avec des clichés bien clichés, des accents coupés au couteau et des représentations ethniques discutables. On vole toutes les voitures de San Francisco et on gagne une fortune. Waouh, ça sonne bien. Celui qui applaudit d'une seule main fait peu de bruit. Je vous l'ai dit, c'est dans son jus, je juge pas. On a tous adoré quand on était plus jeune. Ça reste un dessin animé très fun, sans prise de tête, avec une ambiance GTA drôle et colorée. Vous savez, ce genre de scène où le héros flic arrive quand même à faire des blagues de cul alors qu'il est attaché à une chaise devant une vingtaine de gars armés. Et si vous nous laissiez repartir gentiment, vous voyez? Attendez, s'il vous plaît. Vous savez, ça y est, je pourrais tous vous arrêter, j'ai des preuves en béton, Funky Cops, c'est décomplexé à mort. C'est funky et ça ne se fait plus aujourd'hui. Un rappel de ce dessin animé me semblait donc nécessaire. C'est dire, même son générique de fin était culte pour nous. On va pouvoir passer au second dessin animé que j'ai cité dans les toutes premières secondes de ma deuxième vidéo. Et là, on a affaire à quelque chose de diamétralement opposé. Il s'agit de la série animée Les Trois Petites Sœurs. Anna, Teresa, venez vite, dépêchez-vous, venez voir. Eh ben dis donc, qu'est-ce qu'il y a comme monde par ici? Je me demande bien ce qu'ils peuvent faire tous ensemble. Les Trois Petites Sœurs, ou dans sa version originale Les Tres Bessones, est une série d'animation espagnole créée par José Capdevila en 1983. Composée de 104 épisodes, elle est diffusée entre 1995 et 2004 en Catalogne, avant d'être importée chez nous en France sur France 3, puis sur France 5 dans Midi les Zouzous, et enfin sur TJ et Canal J. On note d'ailleurs son importation au Québec en 97 sur Télétoon, avec cette publicité qui date de l'année de ma naissance. Ça me rajeunit pas tout ça. Laissez-vous emporter au pays des contes avec les Trois Petites Sœurs, samedi et dimanche à 14h à Télétoon. L'histoire des Trois Petites Sœurs est basée sur les livres pour enfants de la créatrice, mettant en scène des triplés espiègles, Elena, Anna et Teresa. Dans chaque épisode, les trois sœurs, à cause de leurs bêtises, sont envoyées dans des mondes fantastiques par une sorcière appelée la sorcière Camomille. Elles y vivent de nouvelles aventures inspirées de contes classiques, de récits historiques ou de légendes. La sorcière leur donne une mission à accomplir pour leur donner une leçon, et les Trois Petites Sœurs doivent faire preuve d'ingéniosité et de courage pour revenir dans leur monde. All for one and one for all. Long live the Queen! Pour moi, le plus culte réside dans son générique. Je n'ai pas vu beaucoup d'épisodes quand j'étais plus jeune. Je connaissais les livres, mais surtout le générique de ce dessin animé, avec les triplettes qui s'adressaient directement à nous à travers l'écran. Je suppose qu'ils attendent quelqu'un. On peut savoir qui est-ce que vous attendez? Les Trois Petites Sœurs. D'ailleurs, j'étais persuadé qu'elles étaient bretonnes en voyant leur chara-design. Avouez, la sorcière aussi un peu. C'était en quelque sorte les super nanas de l'époque, sans les super pouvoirs et le kilo de sucre sous le nez que devaient s'enfiler les animateurs. Ce dessin animé a sûrement marqué bon nombre d'entre vous étant né dans les années 90. Il a permis à de nombreux enfants de découvrir les contes comme Robin des Bois, Le Vilain Petit Canard, Le Petit Chaperon Rouge ou encore Les Trois Mousquetaires. We're musketeers! All for one and one for all! Je suis vraiment content d'avoir parlé des Trois Petites Sœurs. Parfois, un peu de légèreté, ça fait du bien. Ce dessin animé, c'était vraiment les livres qui prenaient vie, nous transportant dans des époques et des lieux variés. Mais il y a un autre dessin animé qui nous faisait tout autant voyager. Et vous êtes nombreux à avoir réagi quand je l'ai cité la dernière fois. Ce dessin animé, c'est Simsalagrim. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste! Simsalagrim est une série d'animation allemande de 52 épisodes de 2 saisons, séparés dans le temps entre 1999 et 2000, puis à partir de 2010. On a pu de notre côté visionner ce dessin animé sur Midi les Zouzous, puis sur TJ à partir de 2003. Adapté des contes classiques des frères Grimm et autres auteurs célèbres comme Hans Christian Andersen et Charles Perrault, cette série animée suit les aventures de Yo-Yo et Dr. Croc, deux jouets abandonnés dans un grenier. Un jour, un livre de contes de fées doté de pouvoirs magiques leur donne vie. Ils voyagent alors à travers le monde magique de Simsala pour rencontrer des personnages de contes de fées et les aider à accomplir leur destin. Très bien. Alors si tu recherches si fort l'aventure, remercie le destin de nous avoir rencontrés. Bien.
Mettons-nous en route sur le champ. Allez, venez. J'aimais vraiment beaucoup Simsalagrim. Chaque début d'épisode était à peu près le même. Le bouquin magique amène Yo-Yo et Croc dans un lieu et une époque spécifique afin qu'ils s'occupent des affaires d'une ou plusieurs personnes en difficulté. Forcément, qui dit conte, dit très souvent Moyen-Âge. Nos deux protagonistes opèrent dans de nombreux pays d'Europe, rencontrant des chevaliers, des rois et des héros de contes. C'était coloré, drôle, et on se demandait comment nos deux Gugus allaient s'en sortir à chaque fois, mais il y a toujours un truc ou un personnage qui débarque au bon moment pour sauver la situation. Pouvez-vous transformer les bottes de foin en or? Ah, si je peux transformer du foin en or, évidemment que je peux. Le chara-design de Yo-Yo et Dr. Croc sont assez réussis et me sont restés en mémoire pendant longtemps. Yo-Yo est une sorte de furet bleuté. Il est grand, intrépide, courageux et festif. Quant à Croc, la salamandre rouge au chapeau de magicien, il est plus sage, réfléchi, mais aussi plus peureux et maladroit que Yo-Yo. Cette simple différence de visuel et de caractère a réussi à créer une vraie connexion émotionnelle pour eux. Ils sont très différents, mais se complètent parfaitement dans leurs aventures. C'est ce qui fait que Simsalagrim m'est resté en tête durant toutes ces années. Sans compter le rappel à la fin de chaque épisode, répétez 3 fois Simsalagrim pour que le bouquin arrive. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Simsa, Simsala, Simsalagrim. J'ai légèrement fait exprès d'enchaîner les 3 petites sœurs et Simsalagrim. Ce sont 2 dessins animés qui ont su nous transporter dans la magie des contes, les rendant plus accessibles. Même si bien sûr, Disney est le précurseur en la matière. J'en ai légèrement parlé quand j'ai présenté Pépin 3 pommes dans mon précédent épisode, mais j'aimais vraiment beaucoup les dessins animés traitant d'époques antérieures, en particulier l'Antiquité et le Moyen-Âge. Ça éveille les sens quand t'es gosse, c'est cool. Mais passons maintenant à un autre dessin animé que j'ai déjà cité et qui a réveillé votre nostalgie. Je parle bien sûr du petit dragon Tabaluga. All we have to do is call your name. We need you, Tabaluga. We need you and how. Oh, I detest that little brat. Tabaluga est une série animée germano-australienne de 78 épisodes et 3 saisons, créée en grande partie par le chanteur et compositeur allemand Peter Maffay. Elle est diffusée pour la première fois en Allemagne en 97, mais c'est l'année suivante que TF1 diffuse ce dessin animé sur TFI Jeunesse. 13 ans plus tard, elle refait surface sur France 5 dans l'émission Zouzou. Le dessin animé suit Tabaluga, dernier des dragons et prince héritier de Greenland, dans sa mission de protéger son royaume et de maintenir l'équilibre de la nature. Il est souvent confronté à des ennemis menaçant la paix et l'harmonie de Greenland, notamment Arctos, un méchant bonhomme de neige qui veut recouvrir le monde d'un hiver éternel, ou encore Umsin, un esprit tempête de sable voulant transformer le monde vert en désert aride. Le méchant le plus iconique reste cependant Arctos, accompagné de son armée de sbires composée d'ours polaires, de morses et de pingouins. Annexer le monde vert à mon royaume glacé. Ah, c'est sûr, c'était le bon temps, ça. Tabaluga est aidé dans ses aventures par ses amis comme Digby la taupe, et non pas Dwagby, Lutine la petite lapine blanche, ou encore Nessaya, une vieille tortue sage lui servant de mentor. À travers ses aventures, la série aborde des thèmes comme l'amitié, le courage, les luttes contre les menaces sur la nature, et donc la protection de l'environnement. J'aimerais que tu me cèdes un plus grand territoire que je conserverai gelé en permanence. Ce n'est pas possible un hiver qui persiste 11 mois de l'année. Ça détruirait l'équilibre de la nature. Ce qui m'avait le plus marqué, je crois, c'était le père de Tabaluga, Tyrion si je dis pas de bêtises. Il était le roi du monde vert, gardant précieusement l'œuf contenant son fils, le protégeant des griffes d'Arctos. Mais il mourut et se changea en étoile, brillant chaque soir dans le ciel, apportant conseil et sagesse à son fils, un peu à la manière de Mufasa envers Simba dans Le Roi Lion. Sinon, j'ai appris durant mes recherches qu'il existait un film d'animation 3D Tabaluga, sorti en 2018. Il met en scène le jeune dragon faisant équipe avec Lily, la princesse de glace, afin d'affronter Arctos, responsable de la mort de ses parents. Film que je n'ai pas vu, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez. Arctos, keep off! Niemals! Dans tous les cas, c'est très difficile aujourd'hui de trouver des épisodes de Tabaluga qui ne soient pas en 240p ou en version originale allemande, c'est bien dommage. D'où l'intérêt de vous présenter ce dessin animé qui, je suis sûr, était oublié par bon nombre d'entre vous. Mais on va passer à un dessin animé bien différent, plus axé humour crado. Et non, je ne parle pas du culte Kid Paddle, mais du dessin animé Le Roi c'est moi.
Le Roi, c'est moi est une série d'animation canadienne en 52 épisodes et 3 saisons. Produit par Decode Entertainment, elle est diffusée pour la première fois au Canada en 2003, mais seulement en 2007 en France sur France 5 dans Midi les Zouzous. On y suit les aventures de Raphaël, un enfant de 11 ans, ayant déménagé dans une nouvelle maison et propulsé au rang de roi du monde du dessous grâce à une couronne donnant accès à ce titre pour tout nouvel enfant qui la porte. Il est accompagné de son fidèle chien Gus, qui se met même à parler dans le monde du dessous, et fait la rencontre de Victor, un robot humanoïde intelligent, Joupi, son nouveau bouffon serviteur, et enfin Pamela, une autre enfant, ex-reine du monde du dessous, amoureuse de notre héros. Donnez-moi cette couronne, sinon je vous jure que j'abats cet arbre. Oh, vous me faites tellement peur que je crois que je vais défriser. Mais moi, ce que j'ai plus retenu, c'est clairement le méchant de ce dessin animé, Barbelé. Une sorte de vieille humanoïde limace fait de barbelés enroulés, d'où son nom. Ça doit faire un mal de chien. Il veut renverser Raphaël et prendre le trône à sa place. Mais vous connaissez les bails, ses plans sont à chaque fois déjoués par nos héros. Oh non, alors ça je crois que ça va faire mal. La série mélange humour et aventure et joue sur le contraste entre le quotidien de Raphaël et les situations absurdes et décalées du monde d'en bas. L'animation est assez grotesque, appuyée par des chara-design crades, décors remplis d'yeux, morveux et pustulents pour la plupart. Et j'ai eu une certaine fascination pour les montures dans ce dessin animé, avec leur regard vide de toute forme d'intelligence. Le Roi c'est moi, c'est absurde, c'est pas prise de tête, mais je pense que c'était un dessin animé très axé garçon. Je sais pas si vous les filles vous regardiez ce genre de programme ou si vous trouviez ça trop con, je comprendrais. Pour ma part, c'est pas le dessin animé que je suivais avec assiduité, mais ça passait bien le temps et c'était fun à regarder. Mais en parlant d'absurde et de fun, j'ai un dessin animé tout trouvé, et c'est en partie français. En même temps vu le nom, Allô la Terre, ici les Martins. Venez en famille, soyez les premiers, on s'occupe de vous pour l'éternité. Allô la Terre, ici les Martins est une série animée franco-canadienne en seulement une saison de 26 épisodes, diffusée au Québec en 2001, puis sur Canal+ en France l'année suivante. Elle est aussi rediffusée sur Cartoon Network en 2003, puis sur Gulli en 2006. Elle est produite en partie par le groupe Canal+ via la société française Alphanim. L'histoire suit la famille Martin aménageant dans une station spatiale orbitale de la multinationale Crash Industries, ayant besoin de cobayes pour cette expérience. Le père Georges Martin est admis comme responsable de la station à la suite d'un accident de candidature, amenant lui et sa famille à complètement changer de vie dans ce nouveau quartier au milieu de l'espace. Et voilà, nous y sommes, notre nouvelle maison. Ce dessin animé, c'était un peu comme les Zinzins de l'espace, en plus moche et moins drôle. Mais ça ne m'a pas empêché de voir la série dans sa presque entièreté. En même temps, il n'y a pas tant d'épisodes que ça, c'est facile à regarder. Je trouve juste les chara-design vraiment immondes aujourd'hui. On critique souvent les dessins animés d'aujourd'hui, jugés trop lisses, avec une animation presque trop propre, mais vraiment avant, ce genre de dessin animé, tout était déformé et exagéré dans les shapes. On pouvait avoir des corps tout maigres, avec des pieds énormes, des longs nez, des traits grossiers, etc., etc. Même si le pire reste les infâmes races moquettes. L'ambiance de Allô la Terre, ici les Martins, me fait beaucoup penser à la série Malcolm. Une famille américaine de classe moyenne basse, avec des membres plus ou moins débiles, subissant leur quotidien sur Terre et souhaitant continuellement du changement dans leur vie. Le fils se fait bully, la fille est le cliché de l'adolescente blasée, la mère est une illuminée et le père est complètement stupide, persuadé de faire partie de l'élite suite à la prise de son nouveau poste. Ici nous avons le jour et la nuit. Jour, nuit. Jour, nuit. Mais cette série axe aussi son scénario dans la classique critique du système capitaliste américain, avec des grandes entreprises contrôlant la population au profit de l'argent et du pouvoir. Un cliché qui n'a jamais cessé de disparaître, même dans les films d'aujourd'hui. Mais c'est toujours d'actualité, on va pas s'en passer. Ce sont les risques du métier. Ça aussi, ce sont les risques du métier.
Que le profit soit avec vous, Saint-Siège. On passe alors à notre avant-dernier dessin animé de la liste. Je crois que c'est celui qui a été le plus cité dans mon épisode précédent. Faut dire que l'ambiance de celui-ci était assez spooky, vu que j'ai traité de beaucoup de dessins animés avec des fantômes, des vampires et des filles gothiques. Terrible. Ce dessin animé, vous l'avez réclamé. C'est donc avec grand plaisir que je vous replonge dans votre nostalgie avec Mona le vampire. Mona le vampire est une série d'animation franco-canadienne en 65 épisodes et 4 saisons, produit par Alphanim et Cookie Yar Entertainment. Elle a été diffusée au Canada dans sa version anglophone à partir de 99 pour être importée en France dans les années 2000 sur France 3 et Canal J. C'est en 2008 que j'ai pu découvrir ce dessin animé sur Mindy les Zouzous et Tiji. Cette série est tirée des lectures jeunesse du même nom, paru en 1990 par l'auteur Sonia Oleman. C'est d'ailleurs elle qui a eu l'initiative de la création de la série animée. On y suit la famille Parker, en particulier Mona, une petite fille de 10 ans, menant sa vie quotidienne avec ses camarades d'école. Cependant, Mona possède un alter ego vampire combattant les monstres. Elle est accompagnée de Croc, son chat de compagnie déguisé en chauve-souris, la suivant dans son imagination et ses histoires farfelues. Bien joué, Croc. Regarde, son chapeau est par terre. Sans ça, il n'a plus de pouvoir. Mona se prend un peu pour une super-héroïne vampire. Dans les situations de danger, elle enfile son costume, du maquillage, une cape noire et des dents de vampire en plastique. Elle combat ses méchants imaginaires à l'aide de ses deux amis. Lily, une jeune fille gentille et intelligente qui se déguise en princesse invincible, et Charlie, un garçon accro aux jeux vidéo qui devient zapper. Voyons voir, comment arrête-t-il les robots au cinéma, tu sais? Si je me souviens bien, il provoque un court-circuit. C'est ça, on va la court-circuiter. Ce dessin animé était chouette parce qu'il décomplexait l'idée de se faire tout un monde imaginaire pour s'amuser. Quand t'es enfant, c'est le moment pour se le permettre. Et puis le scénario de chaque épisode reste cohérent. Quand un événement bizarre arrive dans le monde réel, Mona arrive à trouver une explication surnaturelle. Chaque épisode alterne avec une version réelle et une version imaginaire jusqu'à un point culminant où les deux se rencontrent. Et le dénouement est souvent un retour à la réalité où on nous explique ce qui s'est réellement passé dans l'épisode. Donc on a une certaine logique qui ne prend pas trop les jeunes spectateurs pour des idiots. Bon, même si c'est quand même assez léger, hein. J'affrontais Von Chocotte. Au début de notre duel, on s'est battu sur l'échelle du destin. Ensuite, on s'est affronté sur les balançoires du chaos. Mona la vampire est un peu une icône féminine dans le monde des dessins animés qualifiés d'horrifiques. Le fait d'en avoir fait une héroïne courageuse, sûre d'elle et pleine d'imagination est une très bonne chose pour les enfants qui souhaitent s'identifier à un archétype particulier. Elle encourage également les jeunes spectateurs à voir le monde sous un autre angle et à faire preuve de créativité. Je suis sûr qu'elle a énormément apporté à beaucoup d'enfants, surtout les filles des années 2000, au même titre que Sourire d'enfer que j'ai traité dans mon premier épisode. Mais s'il y a bien un dessin animé qui a marqué sa génération de par son thème imaginatif, c'est bien le dernier de ma liste. On reste un peu dans le monde des créatures de la nuit et autres bizarreries avec Monster Allergy. Monster Allergy with 6 down box ring. Monster Allergy, beats him then right away. Monster Allergy est une série d'animation italo-franco-allemande en 52 épisodes et 2 saisons, produite par le studio italien Rainbow, ainsi que les chaînes de télévision ZDF pour l'Allemagne et M6 pour la France. Elle est diffusée dans un premier temps en 2005 en Italie, puis en France l'année suivante sur M6 Kid. Le dessin animé est tiré de la bande dessinée éponyme de Alejandro Barbucci et Katia Santomo, deux scénaristes et dessinateurs italiens. Monster Allergy suit les aventures de Zik, un garçon doté d'un don unique. Il peut voir les monstres qui vivent parmi les humains et possède le pouvoir de les maîtriser. Ce détail inhabituel est lié à son allergie aux monstres, qui se manifeste par des réactions physiques chaque fois qu'il est en leur présence.
Zeke vit dans une ville où la quasi-totalité des habitants ignorent l'existence des monstres, qui eux vivent cachés et mènent leur propre vie. Il est aidé dans ses aventures par Elena Patata, sa meilleure amie, qui découvre l'existence des monstres comme lui et en devient sa complice. Zeke doit également apprendre à contrôler ses pouvoirs et à utiliser des objets magiques pour capturer et contrôler les monstres dangereux. Monster Allergy établit un lore assez complexe sur son univers. Certaines personnes, comme notre héros, sont des dompteurs, ayant pour but d'éduquer les monstres ou bien les enfermer ou les éliminer s'ils ne sont pas coopératifs. Monster Allergy, c'était trop bien, vraiment. Je trouvais ça plus beau que beaucoup d'autres dessins animés, alors que c'est sorti en 2005. Les personnages sont bien designés, les monstres sont inventifs, les couleurs ne bavent pas, et l'humour et l'action sont bien présents. Ça en est presque trop propre, comme s'il y avait une volonté de vendre un maximum de jouets de la franchise. Après, comment vouloir aux créateurs? La BD a été un énorme succès, et le dessin animé est dans la même veine. D'ailleurs, j'ai longuement hésité à le présenter dans ce format de vidéo. Parce que ne regardant pas la télé depuis plusieurs années, je ne sais pas vraiment si Monster Allergy est encore diffusé aujourd'hui ou s'il a été mis de côté. Dans tous les cas, je vous conseille de voir ce dessin animé. Il est vraiment très bien fait et reste fidèle à l'indétrônable bande dessinée dont j'adore vraiment le style graphique. C'est à peine si je vous conseillerais pour une première fois de privilégier la lecture plutôt que la série animée. Mais ça après, c'est vous qui décidez. Mais de tous les dessins animés que j'ai présentés dans cette vidéo, je crois bien qu'il figure parmi mes préférés. Je suis content d'en avoir parlé parce qu'il me replonge dans mon enfance, ou plutôt dans ma préadolescence quand j'ai découvert l'œuvre. Il n'est certes pas aussi oublié que beaucoup d'autres de la liste, mais il fait partie de ces séries nouvelle génération que nous enfants des années 2000 avons découvert et apprécié. Et pour moi, Monster Allergy n'a pas vieilli et pourrait encore aisément passer aujourd'hui. They're my grandchildren, and thanks to you, Zeke, they'll have a long and happy life. Unfortunately, I won't see them grow up, but they're lucky puppies. Goodbye, little ones. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme dit dans mon épisode précédent, vous m'avez énormément cité de dessins animés que vous considérez comme oubliés. De quoi faire encore de nombreux épisodes. Bon, il y en a beaucoup parmi vous qui exagèrent en citant des séries cultes comme La Famille Pirate ou Code Lyoko. On va pas pousser le bouchon trop loin, hein. Mais bref, si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, vous pouvez bien évidemment vous abonner. Les 50 000 abonnés ne vont pas s'atteindre tout seuls. Vous pouvez également me soutenir comme d'habitude avec un like, un partage et un petit commentaire. Si vous avez le moindre dessin animé que vous considérez comme injustement oublié ou délaissé, n'hésitez vraiment pas à le partager. Vous savez que je réponds à tout le monde. Enfin, pour ceux qui le souhaitent, j'ai une page Tipeee disponible dans la barre de description pour ceux qui veulent me faire un petit don. Il y a également le bouton Super Thanks disponible à droite du bouton j'aime qui vous permet de faire un don via les commentaires. Merci à tous ceux qui le feront. Sur ce les amis, je vous laisse vous replonger une nouvelle fois dans la nostalgie de votre enfance à travers tous ces dessins animés oubliés. Continuez d'en regarder, prenez le temps de vous les remémorer, mais surtout n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine.